Bonjour, nous passons maintenant à la correction de l'exercice du TD4 de ce chapitre équations différentielles où nous allons voir donc essentiellement des équations différentielles du second ordre à coefficients constants et homogènes, mais avec une partie en introduction qui concerne des équations du second ordre dégénérées, c'est-à-dire qui peuvent se ramener au premier ordre dans des versions simples linéaires. Dans l'exercice 1, justement, on nous présente de telles équations avec cet exemple xy seconde moins 2y' égale 0, où on peut toujours noter z égale y', et à ce moment-là, on a à traiter d'abord une équation de type x z' moins 2z égale 0. Alors j'ai noté ici u, cette fonction, u égale y'. Donc je dois résoudre cette équation différentielle qui s'avère être homogène pour la fonction u, u' moins 2 sur x, u égale 0, avec donc une résolution directe en constante exponentielle de intégrale de 2 sur x dx, donc constante exponentielle de 2 ln x, et donc constante fois x au carré. Alors, bien sûr, on revient à y pour finir. U est une chose, y est une primitive, ou plutôt représentative de toutes les primitives possibles de u, donc je cherche à intégrer cx au carré, et évidemment cx au cube sur 3 plus constante. Alors, c sur 3 peut être d'ailleurs transformé en une constante réelle quelconque que j'appelle a. Voilà, donc j'ai les solutions ici de mon équation différentielle de départ, toutes les fonctions, et rien que les fonctions de type ax au cube plus k. Pour cette deuxième équation différentielle, il va se produire exactement la même chose. Je pose u égale y', je résous u' plus 1 sur x, u égale 0. Équation homogène, donc en u égale c exponentielle de intégrale de moins 1 sur x, donc c exponentielle de moins ln x, donc c sur x. J'intègre c sur x, ce qui me donnera c ln valeur absolue de x plus constante. Alors ici, j'ai une équation qui ne sera pas homogène. On a un coefficient constant, donc on pourra tenter une identification pour la fonction u, ce qui sera plutôt pas mal. Alors, pour cette fonction u, j'ai donc l'équation qui apparaît à droite. La solution homogène vaut bien sûr c exponentielle de moins 3x. Pour une solution particulière u, après identification, j'obtiens moins 0,1 cosinus x plus 0,3 sinus x. Et j'ai écrit ici que c'était ce qu'on avait vu dans un des exercices du TD2, l'exercice 5 en particulier. Donc j'écris ma fonction u et je n'ai plus qu'à intégrer pour trouver ma fonction y. Donc c sur moins 3, e puissance moins 3x, moins 0,1 sinus x, moins 0,3 cosinus x, plus constante. C sur moins 3 pouvant être écrit comme grand A, à nouveau une constante réelle quelconque. Alors passons maintenant à des équations du second ordre, linéaires, non dégénérées et à coefficient constant. Et en plus homogènes, donc des cas vraiment simples, où là on est sur des rails, c'est-à-dire que vous devez écrire le polynôme caractéristique de l'équation homogène correspondante, qui sera donc ici r carré moins 3r plus 2. Vous devez en trouver les racines, et suivant que son discriminant est strictement positif, nul ou strictement négatif, vous avez une fonction YH comme solution qui va prendre telle ou telle forme. Alors ici, le discriminant vaut 1, j'ai deux racines réelles distinctes qui sont égales à 1 et 2, et donc y, ma solution générale, est une combinaison linéaire de exponentielle 1x et exponentielle 2x. Dans le deuxième exemple, le polynôme caractéristique a un discriminant égal à 0. On peut s'en apercevoir si on est encore une fois un peu habitué au produit remarquable. R carré moins 4R plus 4 est le développement de R moins 2, le tout au carré. Donc j'ai évidemment une seule racine possible, c'est 2. Racine double ici. Et donc Y prend la forme AX plus B exponentielle de 2x. Dans le troisième exemple, je fais en sorte que delta soit strictement négatif, bien sûr, cette fois-ci. Delta vaut effectivement 4 moins 20, donc moins 16. Et donc on se trouve sur deux racines complexes conjuguées, avec d'un côté 2 moins i racine de 16 sur 2. Alors racine de 16 vaut 4, donc 2 moins 4i sur 2, c'est-à-dire 1 moins 2i. Et puis pour l'autre racine, bien entendu, 1 plus 2i.
Donc j'ai une partie réelle qui vaut 1 pour mes racines, une partie imaginaire qui vaut plus ou moins 2. La partie réelle se représente au bout du compte dans une exponentielle et la partie imaginaire dans un cosinus et un sinus. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trouve dans y une exponentielle de x, c'est-à-dire de 1x. Quatrième exemple, avec manifestement un produit remarquable ici, puisque effectivement j'ai r plus 2 le tout au carré, dans r carré plus 4r plus 4. Et cette fois-ci avec une suite dans l'exercice où on nous impose des conditions, donc une valeur à atteindre pour notre fonction et une pour sa dérivée. Les deux contraintes vont avoir un effet stabilisateur ou fixateur de valeur pour les deux constantes indépendantes a et b. Alors on va voir comment ça se tourne ici. Donc j'ai une racine double qui vaut moins 2, y, la forme générale de mes solutions, ax plus b exponentielle de moins 2x. Et maintenant quand je vais imposer mes deux contraintes, donc je reprends ça sur une nouvelle diapo, je vais pouvoir trouver les valeurs de a et b qui correspondent à ces deux contraintes. Alors, je dois avoir y' pour imposer f' de 1 égale e puissance moins 2. Donc je vais dériver cette forme encadrée. Voilà, donc après dérivation, moins 2ax plus a moins 2b, le tout fois e puissance moins 2x. Alors, quand on doit avoir f de 0 égale 1, f de 0, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est b fois e puissance 0, donc c'est b. Donc ça nous donne tout de suite b égale 1. f' de 1 égale e puissance moins 2 va nous dire moins 2a plus a moins 2b, e puissance moins 2, égale e puissance moins 2. Connaissant la valeur de b, j'en déduis très rapidement celle de a moins 3. Alors, passons maintenant à un cas physique, le cas très classique du circuit RLC qui conduit à une équation du second ordre à coefficient constant. Donc j'ai un condensateur préalablement chargé et qui est donc placé dans un circuit, une boucle, hein, mais ouverte, l'interrupteur est ouvert, ce qui fait que le condensateur reste chargé sans bouger, entre guillemets pour l'instant. Donc des électrons massés d'un côté et un déficit d'électrons de l'autre sur l'autre plaque. Sa capacité est C en farad, la charge initiale vaut Q majuscule en coulomb. Ce condensateur donc est mis en place dans un circuit ouvert avec en série une résistance et une bobine. Lorsqu'on ferme le circuit, les charges positives et négatives contenues dans l'une et l'autre plaque du condensateur peuvent circuler librement et donc elles ne vont pas manquer de le faire. Pas leur but, mais disons leur destinée physique étant de s'équilibrer et donc de redonner une charge nulle sur le condensateur lui-même. Tout simplement par des forces électromagnétiques en jeu entre les deux plaques. Alors, la tension aux bornes du condensateur vaut Q sur C. Q, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de charge encore présente dans le condensateur à l'instant T. Donc voilà, on donne quelques caractéristiques physiques qui vont nous aider à construire notre équation différentielle. Donc la tension aux bornes du condensateur à chaque instant vaut la charge du condensateur, Q de T, sur C. La tension aux bornes de la résistance, bien sûr, est U égale RI. I de T, où I est l'intensité du courant à l'instant T, mais par définition, c'est le débit de charge électrique. I égale moins dQ sur dt. Alors, par convention de signe, hein, puisque on peut, si vous voulez, dans certains cas, écrire I égale dQ sur dt, dans d'autres cas, I égale moins dQ sur dt, suivant que l'on compte des charges d'électrons ou des charges positivement. Voilà, mais peu importe en fait pour nous. La tension aux bornes de la bobine est en avance de phase de 90 degrés par rapport à la tension aux bornes de la résistance et UL égale L dI sur dt. Voilà, et vous demanderez à un physicien de vous expliquer exactement pour quelle raison. Donc c'est une question de courant induit qui va venir créer une perturbation sur le courant qui circule dans la bobine et en particulier un déphasage. Justifier que lors de la décharge, la quantité de charge restante vérifie l'équation différentielle suivante, eh bien, on va tout simplement reprendre ce qui a été donné dans l'énoncé et dire que la loi des mailles dans cette boucle nous dit que la somme des tensions doit être égale à 0.
et que donc moins R dQ sur dt, c'est-à-dire RI, plus LDI sur dt, donc j'ai la somme des deux tensions aux bornes de la résistance et de la bobine, doit être égale à quoi donc? Eh bien à Q sur C. Alors j'ai simplement spécifié ici que DI sur DT pouvait se remplacer par moins D de Q sur DT2, puisque Q lui-même, enfin I pardon, est égal à moins DQ sur DT. Voilà, donc on retrouve par la somme des trois tensions qui doit être égale à 0, cette équation différentielle. Encore une fois, je saute une étape de calcul un peu pointilleuse qui montrerait exactement l'écriture complète, mais vous pouvez la retrouver très facilement par vous-même. Alors, on considère une application numérique, tant mieux, ce qui me permettra de travailler avec des chiffres. Donc, j'ai une résistance de 500 ohms, j'ai une inductance de 200 millihenries, et j'ai une capacité de 5 microfarads. Alors, évidemment, si on replace ces valeurs-là dans l'équation différentielle, on va tout de suite trouver que l'équation devient 0,2 Q secondes plus 500 Q' plus 2 10 puissance 5, donc 200 000 fois Q égale 0. On va résoudre cette équation comme dans l'exercice précédent, en prenant le polynôme caractéristique. Son discriminant vaut 9 10 puissance 4, donc il est positif. Les deux racines que l'on peut en calculer, très classiquement, toujours moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, valent ici moins 2000 et moins 500. Donc j'ai une fonction q de t, en tout cas sa forme générale, qui est a exponentielle de moins 2000t plus b exponentielle de moins 500t. On va nous donner bien entendu des conditions initiales qui vont nous permettre de fixer des valeurs pour A et B. À t égale 0, la quantité de charge présente au départ, qui était notre Q majuscule, vaut 0,5 coulomb. Et l'intensité est nulle. Effectivement, à t égale 0, on vient à peine de refermer l'interrupteur, et donc l'intensité était juste nulle, avant que le courant se mette à circuler. Donc déterminer les valeurs des deux constantes de la fonction Q. Alors à t égale 0, Q égale A plus B, puisque les exponentielles sont des exponentielles de 0, donc elles valent 1. I qui vaut moins Q' va valoir 2000A plus 500B. Alors pour s'en convaincre, il suffit de dériver la fonction qu'on avait obtenue tout à l'heure. Voilà, donc A plus B doit être égal à 0,5 et 2000A plus 500B à 0, ce qui nous permet de trouver directement les solutions de notre système, moins 1/6 pour A et 2/3 pour B. Voilà, donc j'ai mon expression de Q de T. Et là, on peut se demander si Q de T peut changer de signe, ou alors quel est le sens de variation de Q de T. Est-ce qu'on est bien dans un régime apériodique? Alors, je précise, dans un circuit RLC qui est régi par une équation différentielle de ce type, si delta est strictement positif, on est effectivement dans un régime apériodique. Bon, cette fonction est une somme de deux exponentielles. Il n'y a pas la même chose dans les exponentielles. Il n'y a pas le même signe devant les coefficients, donc un signe moins, un signe plus. Il n'est pas forcément évident que cette fonction soit strictement monotone. Donc allons voir ça d'un peu plus près. Vérifier que la charge est une fonction positive et strictement décroissante du temps. Donc on va comparer déjà les deux termes de Q de T pour voir si cette fonction est bien positive. Alors quand je vois exponentielle de moins 500t et exponentielle de moins 2000t, sachant que t est un nombre strictement positif, oui, l'exponentielle de droite est supérieure à celle de gauche. De plus, la première est affectée d'un coefficient 2/3, alors que la deuxième est affectée d'un coefficient négatif, d'accord, mais plus faible. Donc, a priori, le résultat est positif, quel que soit t positif. Mais on va l'écrire d'une manière un petit peu plus formelle. Posons l'inégalité, 2/3 de puissance moins 500t supérieur à 1/6 de puissance moins 2000t, et résolvons cette inéquation. Voilà, donc je multiplie tout par 6 dans un premier temps, et puis je vais simplifier par exponentielle de moins 2000t, ce qui me dit que 4 exponentielle de 1500t doit être supérieur à 1. C'est évidemment le cas, puisque exponentielle de 1500t est déjà elle-même supérieure à 1, puisque t est positif. Donc Q de T est positif, cette inégalité est vraie, donc celle-ci est vraie, et donc Q de T est positif. La dérivée de Q de T, alors au signe près égale à I de T, j'ai écrit ça un peu vite, mais peu importe. Donc vaut 2000 sur 6 puissance moins 2000t, je dérive simplement cette forme, moins 1000 sur 3 puissance moins 500t,
Là encore, on peut se poser la question de la positivité ou de la négativité de Q' de t, ou du fait que Q' puisse changer de signe. Je vais faire un petit peu comme au-dessus, sauf que je vais factoriser tout de suite par exponentielle de moins 2000t, alors que dans l'inéquation ici, j'avais simplifié par exponentielle de moins 2000t, ce qui revient exactement au même dans la démarche que l'on souhaite faire. Donc Q' de t vaut ce facteur-là qui est positif, multiplié par cette succession de termes, 1 moins exponentielle de 1500t, l'exponentielle elle-même étant supérieure à 1, eh bien notre facteur ici est négatif, et donc Q' est négatif. Donc Q' est même strictement négatif, si je prends t strictement positif, donc j'ai une fonction qui est strictement monotone sur R étoile plus. Exercice 4. Alors, on se trouve confronté à quelque chose d'un peu inhabituel, c'est ce qu'on appelle donc un système différentiel. Donc un système ici de deux équations différentielles dans lesquelles deux fonctions sont mêlées. Et le but du jeu, c'est de trouver systématiquement, enfin, tour à tour ou en même temps, on verra bien, les expressions de ces deux fonctions qui sont solutions conjointement des deux équations. Alors on nous donne aussi dans l'énoncé des conditions initiales que l'on appliquera après coup. Mais comment résoudre un tel système? Alors, il y a deux écoles. La première consiste à utiliser les matrices et à chercher des valeurs propres, chose que l'on pourra voir dans une prochaine vidéo, et lorsque vous aurez tous vu la notion de valeur propre, et donc j'attendrai d'avoir fait une vidéo là-dessus. Ou alors on peut se laisser guider par l'énoncé pour essayer de transformer un peu nos équations de départ. Alors, je vais demander d'abord de dériver les deux expressions qu'on nous a données et d'effectuer des substitutions pour arriver à une équation différentielle qui ne fait entrer en jeu que Q2. Alors, si je dérive la première équation différentielle, je m'aperçois qu'elle implique effectivement que Q seconde 1 plus Q'1 égale 3/16 de Q'2, alors que la deuxième va me dire que Q seconde 2 plus 5/16 de Q'2 égale moins Q seconde 1. Et donc, je vais avoir une apparition de Q seconde 1 et donc une substitution possible, alors qu'ici, je vais obtenir Q'1, où je pourrais faire une substitution par ce qui était la deuxième équation de mon système de départ. Donc on va finir par s'en sortir de cette façon-là. Donc voilà les expressions des dérivées de mes deux équations. Effectivement, si une fonction est égale à une autre, alors leurs dérivées sont égales. Donc ces deux équations sont vraies à partir du moment où notre système de départ est vrai. Les substitutions que l'on peut faire, donc c'est ce que j'annonçais, Q seconde 1 va pouvoir être remplacé par moins Q seconde 2 moins 5/16 de Q'2 à cet endroit-là, dans l'équation 1'. Quant à Q'1, il pourra être remplacé par moins Q'2 moins 5/16 de Q2. Et arrivé à ce genre d'écriture, et bien effectivement, on obtient ce qu'on nous avait demandé, c'est-à-dire Q seconde 2, etc. Équation du second ordre que l'on va résoudre, bien entendu, très classiquement. Le polynôme caractéristique, son discriminant, ses racines. Alors, je rappelle donc notre équation différentielle. Le discriminant vaut 1, j'ai deux racines réelles distinctes qui vont être moins 5 quarts et moins 1 quart. Et donc, Q2 de t est une forme a exponentielle de moins 5 quarts de t plus b exponentielle de moins 1 quart de t. Alors, dans la question 3, on va essayer de passer à Q1 maintenant, grâce à une combinaison linéaire des deux équations du système, montrer que Q1 égale Q'2 plus 1 demi de Q2. Je rappelle le système. Et effectivement, dans la première équation, je peux déjà substituer Q'1 par moins Q'2 moins 5/16 de Q2. Donc je vais avoir une expression qui mêle Q1 et Q2 et sa dérivée, grâce à la première équation différentielle au bout du compte. Alors, il suffit simplement de retrancher la première équation du système de la deuxième pour voir que Q1 égale Q'2 plus 1 demi de Q2. Mais maintenant qu'on a une expression pour Q2, on n'aura aucun mal à en trouver une pour Q1. Voilà, il nous reste à appliquer nos conditions initiales pour arriver à trouver les formes définitives de Q1 et Q2.
Les conditions initiales étaient que Q1 de 0 égale Q majuscule. Je rappelle l'expression pour l'instant de Q1. Et puis, on voulait Q2 de 0 égale 0. Je rappelle l'expression trouvée pour Q2. Donc, bien entendu, Q2 de 0 va me donner A plus B. Donc, A plus B doit être égal à 0. Alors que Q1 de 0, qui vaut moins 3 quarts de A plus 1 quart de B, doit être égal à Q majuscule. Donc, c'est un système dans lequel on va trouver A et B en fonction de Q. Voilà, donc B égale moins A. Alors, puisque B égale moins A, grâce à Q2 de 0 égale 0, j'en profite pour réécrire Q1 et Q2 avant de m'attaquer à la première condition initiale sur Q1. Et donc Q1 de 0 égale Q va me donner très rapidement moins A égale Q. Bah, effectivement, moins 3 quarts de A plus 1 quart de B, sachant que B égale moins A, ça devient égal à moins A, tout ça. Voilà, donc Q1 de T est égal à Q majuscule facteur de cette fonction bien précise, et Q2 de T à Q majuscule facteur de celle-ci, où on peut constater qu'effectivement Q2 de 0 vaut 0, Q2 de 0 vaut Q facteur de 1 moins 1. Voilà, nous en avons fini avec ces exercices qui traitaient donc principalement d'équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant et homogène. Et on voit que même avec cette restriction-là, ou ces restrictions, on peut faire des choses déjà assez intéressantes. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.